Je vais vous parler aujourd'hui de la plasticité cérébrale post-traitement post-Bicor. Alors vous direz pourquoi un ophtalmologiste comme Rosenbaum parle de neurosciences aujourd'hui? Parce qu'on s'est quand même posé quelques questions. On s'est dit que la plupart des logiciels marchaient pas mal. Certains, il y avait pas mal de patients qui étaient non répondants et on s'est demandé pourquoi. Alors est-ce que la presbytie est due uniquement à un problème de cristallin, de cornée ou de plasticité cérébrale ou de connexion? Est-ce que le traitement Bicor ou autre peut-il réactiver l'accommodation grâce à une plasticité cérébrale restimulée? Quels sont les premiers résultats qu'on a obtenus? Quels sont les résultats d'ailleurs qu'on peut obtenir avec un presbylasique sur le cerveau? Bon, ces études en tout cas nous ont conduit en Israël également, comme Rosenbaum, avec les Dr Shebat et le professeur Pinto, pour ces différents résultats. Alors, il faut garder en tête, comme le disait le fameux pianiste Glenn Gould, qu'un pianiste ne joue pas au piano qu'avec ses doigts, mais il joue surtout avec son cerveau. Et on peut dire qu'on ne voit pas simplement avec nos yeux, même si on fait un excellent travail, mais avec notre cerveau. Qu'est-ce qu'on sait sur la plasticité cérébrale? C'est que même si le défaut visuel est parfaitement corrigé, c'est le cerveau qui va déterminer l'acuité visuelle. Rosa et autres ont étudié. Des études également nous ont montré des changements de plasticité dans le cortex visuel primaire après une chirurgie réfractive de la myopie. Donc il y a eu pas mal d'études déjà là-dessus. Qu'est-ce que la plasticité cérébrale? C'est notre capacité d'adaptation secondaire aux expériences de la vie qui vont induire des changements dans la structure du cerveau et de ses transmissions. Ça suppose donc que le cerveau est plastique et qu'il va s'adapter en fonction des situations environnementales, qu'elles soient dues à des atteintes fonctionnelles, traumatiques, à la présence de gènes à lambeaux, ou voire même quand on recouvre une nouvelle vision, comme dans le presbylasique. Alors, le but du presbycor, un petit peu, c'est de toute manière, pour moi, c'était au départ de recréer le principe physiologique de la compensation de l'aberration sphérique totale de l'œil durant l'accommodation, sans monovision ou avec une micro-monovision, on en parle de temps en temps avec Einstein, grâce à l'amélioration surtout de la qualité visuelle, de la vision binoculaire et de la vision stéréoscopique. Ça, ce sont des images que vous connaissez. Alors à partir de ce moment-là, bien sûr, on fait une hyperpolarisation de la cornée qui va réduire donc l'aberration sphérique et le flou rétinien. On va avoir une meilleure qualité visuelle, donc diminution de la PSF, qui normalement doit améliorer la perception cérébrale et réactiver le réflexe accommodatif. Effectivement, tu disais Cathy, la profondeur de champ joue un rôle peut-être insuffisant dans la vision de près, et je pense qu'il y a d'autres phénomènes qui jouent également pour une vision de près. Alors là, dans le logiciel que j'avais mis au point, puisque je rappelle que j'ai quand même été opéré il y a une dizaine d'années à partir de ceci, je tiens compte de l'accommodation résiduelle de départ et de la kératométrie pour pouvoir traiter ces patients avec la lèvre. L'année passée, je vous avais parlé des résultats post-op, de l'augmentation de l'accommodation qui était évaluée à l'occasion. Vous verrez du changement de direction de l'aberration sphérique cristallinienne qui était évaluée avec des abéromètres, et je vous parlerai un petit peu plus de la plasticité cérébrale cette année. Donc ça, c'était la première preuve qu'on avait obtenue avec l'occasion. On m'avait dit non, mais c'est peut-être pas tout à fait ça, l'accommodation, on n'est pas sûr qu'elle augmente de 0,69 à 2 dioptries. Moi, personnellement, c'est ce qui m'était arrivé il y a une dizaine d'années. Je m'étais dit, l'accommodation, elle a l'air de repartir simplement en changeant le facteur de forme de la cornée. On a continué avec les abéromètres et on s'est aperçu qu'on avait un changement de direction, comme on le voit ici sur la diapo, un changement de direction de l'aberration sphérique cristallinienne ou interne, qui pour nous était en réactivation avec l'accommodation. Donc l'accommodation se remettait à partir et qui était semblable au modèle physiologique du jeune patient que je viens de vous montrer. Et puis bon, on s'est dit, en rencontrant de toute manière les Israéliens qui étaient venus au congrès, on va faire des études d'IRM pour voir s'il y a des modifications cérébrales ou non. Alors, si la presbytie est due simplement au vieillissement du cristallin, mais elle peut être due également peut-être à un problème d'aplatissement, rigidification de la cornée, modifier simplement le facteur de forme de la cornée, bien sûr en corrigeant la métropie, mais surtout en améliorant la qualité visuelle, et on l'améliore par la sphéricité, par une sphéricité adéquate, va permettre, pour moi en tout cas, de restimuler la plasticité cérébrale et la transmission, et d'observer, comme on va le voir, des modifications lors de l'accommodation, des modifications cérébrales. Donc les bases du traitement, bien sûr, interaction cerveau-rétine. Alors, ce qui nous avait intéressé quand on les a rencontrés, c'est qu'ils nous ont dit, mais il y a déjà pas mal de travaux qui ont été faits, c'était Pinto et Shebat, qui ont été faits entre la pathologie de l'œil, le glaucome en particulier, et la plasticité cérébrale.
Et il nous avait montré qu'il existait une différence significative, on le voit sur le diapo, dans l'analyse de la concentration des brain derived neurotrophic factors avec des biomarqueurs entre un œil normal et un glaucome. Donc il y avait véritablement quelque chose qui jouait véritablement entre l'œil et le cerveau. Ça c'était un glaucome. Pour la densité de la matière grise également, bon, on sait que le glaucome cause une dégénérescence des noyaux géniculés latéraux, du cortex visuel et du nerf optique, et il nous avait montré à l'époque la réduction de la densité corticale en voie de la matière grise dans le glaucome qui était observé dans la moitié antérieure du cortex occipital antérieur, c'est ce qui est en bleu, mais qu'également il y avait une diminution de la densité corticale de la matière grise dans la DMLA qui est observée dans la partie postérieure, c'est ce qu'il y a en rose du cortex. Et puis, le plus intéressant, c'est qu'il y avait par contre une augmentation de volume de matière grise dans le cortex visuel après chirurgie de la cataracte unilatérale. On le voit sur les différents points qui se sont mis en jaune et qui augmentent progressivement après une intervention. Et également, il y avait des changements volumétriques corticaux secondaires à l'amélioration de la vue. Après, on voit ces points jaunes qui augmentent de volume après une chirurgie de la cataracte, donc après une reconnaissance de la vision. Alors, à partir de là, on s'est dit on va faire une étude en cours. Moi, je reconnais qu'elle n'est pas facile, parce qu'on a commencé à partir en Israël, à opérer les patients, et c'est pas simple parce que faire des IRM là-bas, etc., je dois reconnaître qu'on est en train de revenir avec Stéphanie Balif ici en France pour pouvoir travailler plus correctement. Bon, on était parti sur 30 participants, des presbyasiques, de même âge, même sexe, avec des scans de cerveau T1 et T2, des scans d'imagerie fonctionnelle en pré- et post-op, des scans et d'imagerie par diffusion tensorielle. Ce sont des appareils qui sont plus là-bas et qu'on est en train de faire revenir un petit peu en France. Je vous donne un petit peu ce que c'est. Un scan T1, T2, ils sont utilisés pour retrouver les zones activées durant la lecture, pour mesurer la différence en pré- et post-op de l'épaisseur corticale et effectivement, à notre grand étonnement, des analyses volumétriques des zones visuelles. Et à notre grand étonnement, on voyait effectivement, il nous a montré une augmentation des substances de la matière grise. Ensuite, dans les scans fonctionnels, c'est-à-dire les scans où on fait lire, etc., ils ont des appareils qu'on appelle la visuotopie, où l'occipital s'intègre tout à fait à la vision, et on a essayé de voir l'implication, en tout cas, de chacune des parties du cortex visuel pour chacune des parties du champ visuel, et on a essayé, en tout cas, de voir la représentation fovéale avant et en post-chirurgical. Voilà, donc on a fait passer pour les premiers des patients des changements placés des patients dans le scanner en les faisant lire de loin et de près pour pouvoir contrôler la commutation et voir si on avait des zones également qui s'allumaient. Les premiers résultats semblent en tout cas probants, et on n'était pas les seuls à avoir fait, puisque Thielen et Gulam ont également utilisé cette méthode pour montrer une préférence dans le cortex occipito-pariétal pour la vision de près. Donc c'était quand même très intéressant. On voit ici d'ailleurs des changements fonctionnels chez des patients qui ont été opérés d'anisomètropie et de myopie et des sujets de contrôle également. Enfin, pour finir, cette imagerie par diffusion tensorielle qui est superbe, où on voit les fibres nerveuses de la matière blanche et on peut les mesurer. Vous allez voir ensuite les schémas. L'étude permet de quantifier les changements dans la connexion des différentes zones visuelles du cerveau et l'intensité de ces connexions. Et on s'est aperçu que les changements avec eux au départ se situent surtout dans les zones occipitales V1, dans d'autres zones visuelles du cerveau. Alors voilà ces images, on a essayé, pour le moment on ne l'a pas encore ici en Toubani, c'est la seule technique non invasive qui permet de déterminer la trajectoire des vaisseaux de la substance blanche in vitro, c'est-à-dire la trajectoire, son intensité, et ça permet de voir en fin de compte si en faisant une chirurgie quelconque ou une pathologie quelconque, on a une augmentation des fibres ou des fibres qui vont aller ailleurs. Ça a été nos premiers résultats. Désolé de ne pas vous en donner plus parce que c'est quand même pas simple entre Israël et ici. En tout cas, on s'est aperçu avec le premier temps qu'il y avait bien une plasticité visuelle dans le cortex visuel adulte, que l'amélioration de nos performances visuelles après chirurgie réfractive et en particulier dans le traitement de la presbytie montre la réorganisation plastique de notre cerveau avec davantage de connexions et elle se situe dans des zones différentes qu'ils avaient choisies à une époque que celles utilisées auparavant. Et on a pu utiliser, grâce à eux, et visualiser ces changements plastiques en utilisant des derniers outils de neurosciences qui sont le scan T1, T2, le scan fonctionnel et l'ADT. Voilà. En tout cas, les résultats, j'espère vous les donner dans une année parce que c'est quand même un petit peu long. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Merci Charles. Maintenant, le professeur Motka va nous parler des très intéressants.